Elle avait le visage d'une poupée de porcelaine, une grâce presque irréelle. Et pourtant, Héloïse Guérin n'a jamais été le nom qui faisait trembler les podiums comme certaines de ses consorts. Imaginez ceci. À 18 ans, elle foulait déjà les planches pour Dior et Marc Jacobs. Mais tandis que d'autres s'enivraient de la gloire, son éclat semblait toujours se diluer dans l'ombre. Comment une jeune femme, dotée d'une beauté si classique qu'on la disait parfaite pour tout, a-t-elle pu disparaître du radar d'une industrie avide de visages inoubliables ? Était-ce cette perfection même qui l'a condamnée à l'oubli, trop lisse pour marquer, trop discrète pour scandaliser ? Au tournant des années 2000, alors que le monde de la mode vibrait au rythme des excentricités de Kate Moss ou des audaces de Gisèle Bündchen, Héloïse apparaissait comme un fantôme raffiné, toujours présente mais jamais proclamée star. Derrière ses grands yeux clairs et sa silhouette élancée, se cachait une histoire méconnue, faite de promesses étincelantes, d'occasions manquées et de choix qui allaient redéfinir son rapport à la mode et à elle-même. Née en 1989 à Paris, Héloïse Guérin grandit loin des strass et des paillettes qui allaient plus tard effleurer son quotidien. Elle est issue d'une famille de classe moyenne où la rigueur et la simplicité régnaient. Son père, fonctionnaire discret, incarnait la stabilité, tandis que sa mère, enseignante de lettres, éveillait chez elle le goût des mots, des récits et de la curiosité. Rien ne prédestinait cet enfant réservé qui passait des après-midi entiers à feuilleter des romans dans la chambre tapissée de posters littéraires à devenir l'un de ces visages convoités par les plus grandes maisons de couture. Son enfance fut marquée par une dualité silencieuse. D'un côté, la discipline familiale, fondée sur le travail et l'humilité, de l'autre, une sensibilité artistique qu'elle n'osait pas encore affirmer. À l'école, elle n'était pas la plus populaire. Son allure frêle, sa timidité et son penchant pour l'observation plutôt que pour la parole la rendaient presque invisible. Pourtant, ceux qui la connaissaient de près savaient que derrière ce silence se cachait une profondeur et une intensité de regard qui trahissaient un monde intérieur foisonnant. L'adolescence vint bousculer ce fragile équilibre. Trop grande pour son âge, souvent moquée pour sa minceur, Héloïse se sentit longtemps différente. Dans les couloirs du lycée, on la surnommait parfois la brindille, sobriquet qui oscillait entre moquerie et fascination. Elle en souffrit, mais sans le savoir, cette silhouette singulière deviendrait un atout dans un univers où chaque centimètre comptait. Les remarques blessantes forgèrent en elle une carapace, mais aussi une certaine lucidité sur la cruauté du regard des autres. C'est dans ces années que son rapport au miroir se complexifia. Là où d'autres jeunes filles cherchaient à plaire, Héloïse observait son reflet avec une sorte de distance critique, comme si ce visage fin et ses longs cheveux châtains appartenaient à une autre. Elle ne se voyait pas comme belle, mais comme étrangère à son corps, prisonnière d'une apparence que les autres jugeaient à sa place. Cette dissociation devint une clé de lecture essentielle de sa trajectoire. Plus tard, lorsqu'elle poserait pour des campagnes internationales, elle ne cesserait de considérer son image comme un masque, une façade que l'on manipulait à sa guise. Pourtant, derrière la réserve, il y avait déjà des éclats de force. Sa mère se souvenait de cette habitude qu'avait Héloïse d'écrire des fragments de journaux intimes où elle décrivait ses impressions sur la société, sur les injustices, sur le rôle des femmes dans un monde encore trop contraint par des normes étroites. Cette lucidité précoce nourrissait un esprit critique qui allait s'opposer plus tard aux diktats d'une industrie parfois impitoyable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Héloïse ne grandit pas dans un environnement où la mode était une évidence. Dans son quartier tranquille, les vitrines de haute couture appartenaient à un autre monde, presque inaccessible. Elle regardait de loin comme on observe une scène de théâtre dont on n'imagine jamais franchir le rideau. Mais en elle, une énergie latente se préparait, celle de quelqu'un qui, bien que sans ambition affichée, allait un jour être happé par l'inattendu. Cette enfance discrète, tissée d'ombre et de silence, forgea l'essence de son caractère. Une jeune femme ancrée dans le réel, lucide face aux illusions, mais porteuse d'une intensité que la mode, paradoxalement, allait finir par révéler au grand jour. Le tournant survint presque par hasard, dans un moment où Héloïse Guérin ne songeait nullement à la mode comme horizon de vie. Elle avait 16 ans, une adolescente encore marquée par ses insécurités, lorsqu'une sortie banale au cœur de Paris bouleversa son destin. Elle se promenait avec une amie, dans le Marais, lorsqu'un homme l'interpella. Son allure était élégante, sa voix assurée. Il se présenta comme recruteur d'une agence de mannequins. Ce genre de rencontre, qu'elle aurait cru réservée aux récits romanesques ou aux success stories américaines, se produisait soudain sous ses yeux. Elle resta incrédule, persuadée d'être l'objet d'une plaisanterie. Mais cet homme insistait, lui donnant une carte, l'invitant à passer un casting test. Chez elle, l'annonce provoqua de vives réactions. Son père, pragmatique et sceptique, y vit une distraction dangereuse face aux études.
Sa mère, plus nuancée, redoutait les excès d'un univers dont elle connaissait la réputation impitoyable. Héloïse, elle, oscillait entre curiosité et crainte. Elle n'avait jamais imaginé que son corps, si souvent jugé ou moqué au lycée, puisse soudain devenir une valeur aux yeux d'étrangers. C'était à la fois flatteur et profondément déstabilisant. Elle se rendit néanmoins au rendez-vous, un samedi matin. Le studio de l'agence était modeste, mais dès qu'elle entra, le silence s'imposa. Son regard clair, sa peau diaphane, sa silhouette longiligne captivèrent les recruteurs. On lui demanda de marcher, de poser, de sourire. Chaque geste lui paraissait maladroit, chaque mouvement emprunté. Pourtant, il y avait dans cette maladresse même une sincérité que l'œil expérimenté des directeurs de casting savait reconnaître. L'évidence s'imposa. Héloïse avait ce quelque chose d'inclassable, une neutralité qui permettait de la modeler à l'infini et une intensité qui transperçait malgré elle. Le premier contrat arriva rapidement, une campagne pour une marque française émergente. Rien d'ostentatoire, mais déjà un pas dans un monde dont elle ne connaissait encore que les coulisses. Le jour du shooting, elle se sentit comme une intruse. Entourée de maquilleurs, coiffeurs, stylistes, elle avait l'impression d'avoir franchi une frontière invisible. Chaque geste était codifié, chaque mot portait un poids nouveau. Pourtant, une étrange sérénité la gagnait. Elle découvrait en elle une capacité d'adaptation insoupçonnée, une faculté à se plier au rythme effréné des directives tout en conservant une part de mystère. Les premiers échos furent encourageants. Les photographes louaient sa photogénie, sa manière de capter la lumière. Mais ce qui surprenait le plus, c'était cette forme d'énigme. Héloïse ne se livrait jamais entièrement. Même sur pellicule, son sourire semblait retenir un secret, son regard conservait une part d'ombre. Cette ambivalence devint une marque de fabrique. Cependant, tout n'était pas simple. Au lycée, ses camarades découvraient ses premiers clichés publiés et les réactions se mêlaient entre admiration et jalousie. Certains la traitaient de prétentieuse, d'autres la regardaient désormais comme une créature intouchable. Héloïse, loin de s'enivrer, restait prudente. Elle savait que le monde de la mode était instable, qu'un visage pouvait être adulé un jour et oublié le lendemain. Ce fut lors de son premier défilé, à 17 ans, qu'elle prit réellement conscience de la puissance de cette industrie. La scène se déroulait à Milan, pour une maison prestigieuse. Dans les coulisses, elle tremblait, paralysée par l'idée de chuter devant une salle comble. Une maquilleuse lui glissa alors à l'oreille « Ne marche pas pour eux, marche pour toi ». Ces mots résonnèrent comme un mantra. Quand les projecteurs s'allumèrent et que ses pas résonnèrent sur le podium, une métamorphose s'opéra. L'adolescente timide se transforma en figure hiératique, presque intouchable. Ce premier défilé marqua un basculement. Elle comprit que la mode n'était pas seulement une succession d'images, mais un théâtre où l'on pouvait jouer, se réinventer. Elle découvrit le pouvoir paradoxal de l'anonymat dans l'exposition. Sur scène, elle n'était plus Héloïse Guérin, mais une silhouette, une icône temporaire, façonnée pour incarner l'imaginaire d'un créateur. Cette distance, loin de la rebuter, la rassurait. Elle pouvait se cacher derrière l'éclat des projecteurs. Pour sa famille, les inquiétudes persistaient. Son père s'alarmait de la voir voyager seule, jongler entre Paris, Milan et New York alors qu'elle n'était pas encore majeure. Sa mère, bien que fière, redoutait les pièges de la célébrité précoce. Mais Héloïse, sans se rébeller ouvertement, avançait avec une détermination tranquille. Elle ne rêvait pas de gloire tapageuse. Ce qui l'attirait, c'était l'expérience, la possibilité de se confronter à un monde que lui paraissait à la fois hostile et fascinant. Ce furent donc ces années d'initiation entre shooting et premier défilé qui forgèrent les bases de sa carrière. Chaque pas franchi était un mélange d'émerveillement et de lucidité, chaque contrat une victoire fragile. Derrière les photos lisses que l'on commençait à voir dans les magazines, il y avait une adolescente qui apprenait à apprivoiser son image tout en gardant au fond d'elle une conscience aiguë. La mode pouvait l'élever, mais elle pouvait tout aussi bien la dévorer. Lorsque la majorité des jeunes filles de son âge se préparaient aux examens, Héloïse Guérin foulait déjà les podiums des capitales de la mode. Le basculement s'opéra à New York, lors d'un défilé pour Marc Jacobs. Elle n'était encore qu'un nouveau visage parmi des centaines, mais ce soir-là, sous les projecteurs blafards et au rythme saccadé de la musique, quelque chose se cristallisa. Sa démarche, à la fois souple et retenue, hypnotisa le public. Jacobs, conquis, déclara qu'elle incarnait la quintessence de la jeunesse française. Cette phrase, reprise par les magazines spécialisés, propulsa son nom dans les cercles qui comptaient. Les saisons suivantes confirmèrent cette ascension fulgurante. Chanel, Dior, Balenciaga, les maisons se disputaient sa présence.
Héloïse devint l'un de ces visages récurrents que l'on apercevait saison après saison en couverture de Vogue Paris, sur les campagnes de prêt-à-porter comme sur les publicités de parfums. Ses traits délicats, sa chevelure châtain, son allure diaphane correspondaient à l'idéal romantique que l'industrie cherchait alors à réinventer. Elle représentait une élégance intemporelle, une beauté classique capable de se fondre dans l'univers de chaque créateur sans jamais s'effacer totalement. Le sommet fut atteint lorsqu'elle ouvrit un défilé Dior sous la direction de John Galliano. Ce moment reste gravé dans les mémoires. La musique dramatique, les décors somptueux et cette jeune Parisienne, silhouette élancée, drapée de soie, avançait avec une intensité presque irréelle. Dans les coulisses, on la félicitait, on murmurait que la petite Guérin avait enfin conquis son statut de muse. Les photographes de backstage se pressaient autour d'elle et les rédactrices de mode notaient son nom en lettres capitales. Pourtant, ce qui fascinait le plus, c'était son absence de vanité. Alors que ses collègues se livraient aux excès nocturnes des soirées mondaines, Héloïse préférait rentrer tôt, écrire dans son carnet ou se perdre dans les rues de New York. Elle cultivait une image mystérieuse, presque insaisissable, qui renforçait paradoxalement son aura. Les créateurs voyaient en elle une toile blanche sur laquelle projeter leurs fantasmes esthétiques. Durant cette période, elle collabora avec les plus grands photographes de l'époque, Mario Testino, Peter Lindbergh, Patrick Desmarchelier. Chacun d'eux soulignait la même qualité. Elle n'a pas besoin de forcer, son regard raconte déjà une histoire. Sur papier glacé, son visage devenait écran de projection pour l'imaginaire collectif. Tantôt ingénue, tantôt femme fatale, toujours traversée par une lumière intérieure qui échappait aux mots. Ce succès, toutefois, avait un prix. Les voyages incessants, les changements de fuseau horaire, l'exigence de rester toujours impeccable l'épuisaient. Mais Héloïse supportait cette cadence avec une discipline stoïque. Elle savait qu'elle vivait une parenthèse rare, fragile, qu'il fallait embrasser avant qu'elle ne se referme. Dans un monde où la nouveauté règne, chaque saison pouvait être la dernière. À 20 ans à peine, elle avait atteint ce que beaucoup de mannequins rêvaient accomplir en une décennie. Campagne mondiale, une reconnaissance critique et le respect des couturiers. Elle avait goûté à la gloire, mais sans jamais s'y noyer. C'était peut-être cette retenue, ce refus de se dissoudre totalement dans la machine médiatique qui fit d'elle une figure à part. Ces années d'apogée laissèrent une empreinte indélébile, l'image d'une jeune Française qui, sans scandale ni provocation, avait su imposer une présence magnétique. Pour les observateurs, Héloïse Guérin incarnait un instant de grâce dans une industrie avide de fracas. Un éclat discret, mais inoubliable pour ceux qui eurent la chance de la voir dominer le podium. Si l'on se souvient d'Héloïse Guérin, c'est pas seulement pour la pureté de ses traits ou l'élégance de sa démarche. C'est surtout parce qu'à l'apogée de sa carrière, elle osa dire non, là où tant d'autres auraient accepté sans broncher. Dans une industrie où chaque contrat pouvait transformer une vie, elle se distingua par une lucidité et une intégrité qui surprirent autant qu'elles agacèrent. Un exemple marquant survint lorsqu'on lui proposa de devenir l'égérie d'une grande marque de cosmétiques américaine. Le cachet était colossal, l'opportunité rêvée pour sécuriser sa carrière sur plusieurs années. Pourtant, Héloïse refusa. La raison ? Elle ne voulait pas prêter son image à une campagne qui, selon elle, véhiculait une vision stéréotypée de la féminité. Elle déclara dans une interview restée célèbre « Je ne veux pas être le visage d'un idéal qui enferme les femmes dans une caricature ». Cette prise de position fit l'effet d'une gifle dans un milieu habitué au silence complaisant. D'autres décisions renforcèrent son statut d'outsider. Contrairement à beaucoup de ses consoeurs, elle refusa de se plier au régime draconien imposé par certaines agences. Elle restait mince, certes, mais sans céder aux excès ni aux privations extrêmes. Elle affirmait que la mode devait s'adapter au corps réel et non l'inverse. Une posture audacieuse à une époque où les débats sur la maigreur pathologique commençaient à émerger dans la presse. Sa différence se lisait aussi dans son attitude hors podium. Héloïse n'en se prêtait que rarement au jeu des tapis rouges et des soirées mondanes. Elle préférait cultiver une discrétion qui contrastait avec la frénésie médiatique. Quand on lui demandait pourquoi elle ne multipliait pas les apparitions publiques, elle répondait avec calme « Je suis mannequin, pas starlette. Mon rôle est de servir un vêtement, pas d'occuper les tabloïds. » Ces mots, simples et tranchants, résumaient sa philosophie. Bien sûr, cette indépendance lui valut des inimitiés. Certains directeurs de casting la considéraient comme difficile, d'autres lui reprochaient de manquer d'ambition.
Mais ce choix de rester fidèle à elle-même créa un paradoxe. Plus elle résistait au code, plus son aura grandissait. Les créateurs qui cherchaient une muse authentique, une personnalité à contre-courant, voyaient en elle une perle rare. Elle fut ainsi sollicitée par des maisons plus avant-gardistes, désireuses d'associer leur image à cette forme de dignité rebelle. Dans certains éditoriaux, les journalistes saluaient la mannequin qui ne sourit pas au compromis. Cette réputation la plaça à part, presque en marge, mais renforçait aussi l'idée qu'elle n'était pas une simple silhouette interchangeable. Dans un univers où la docilité était souvent perçue comme une condition de survie, Héloïse Guérin incarna la possibilité d'un autre modèle, celui d'une jeune femme capable de tracer sa route sans se laisser dévorer par les diktats. Cette posture, loin d'être une stratégie calculée, naissait de son tempérament. Elle avait grandi dans une famille qui valorisait l'esprit critique et la sincérité, et elle transporta ces valeurs jusque sur les podiums. Refuser, dans ce contexte, ce n'était pas perdre, c'était se construire une légitimité différente, parfois plus fragile, mais infiniment plus respectée. Et c'est précisément cette insoumission tranquille qui fit d'Héloïse une figure singulière. Une mannequin qui, sans scandale ni éclat tapageur, osa imposer ses propres règles dans un monde régi par celles des autres. Après plusieurs années au sommet, un changement discret mais radical s'opéra. Héloïse Guérin, omniprésente sur les podiums et dans les magazines, commença peu à peu à s'effacer. Les saisons passaient et son nom apparaissait de moins en moins sur les listings des défilés. Les observateurs s'interrogeaient. Était-elle victime de la rotation incessante des visages ou avait-elle choisi elle-même de se retirer ? En réalité, la vérité se situait entre les deux. Épuisée par le rythme effréné des voyages et les exigences physiques, Héloïse ressentait un vide croissant. Derrière les sourires figés et les projecteurs, elle traversait une lassitude profonde. Dans une rare confession à un magazine français, elle avoua « J'avais l'impression de me perdre. Mon image circulait partout, mais moi, je ne me retrouvais plus. » Ces mots, d'une sincérité rare, révélèrent une crise identitaire silencieuse. Ce retrait fut aussi alimenté par une série de désillusions professionnelles. Certaines promesses de contrats prestigieux s'étaient évanouies au dernier moment, remplacées par de nouveaux visages plus jeunes. L'industrie, avide de fraîcheur, ne pardonnait pas l'essoufflement. Héloïse, loin de lutter à tout prix, préféra s'effacer plutôt que de s'accrocher désespérément. Les réseaux sociaux, alors en plein essor, accentuèrent son sentiment d'étrangeté. Elle ne se reconnaissait pas dans cette nouvelle ère où la visibilité constante semblait plus importante que le travail lui-même. Sa présence en ligne resta minimale, contrastant avec ses consoeurs qui embrassaient Instagram comme une seconde carrière. Peu à peu, l'oubli médiatique s'installa. Le public habitué aux ascensions fulgurantes et aux chutes tout aussi rapides passa à autre chose. Mais pour ceux qui l'avaient admirée, cette disparition est la force d'un mystère. Héloïse Guérin, la mannequin qui avait incarné une élégance insaisissable, s'évanouissait sans fracas, laissant derrière elle un vide teinté de mélancolie. Aujourd'hui, le nom d'Héloïse Guérin ne surgit plus dans les discussions frénétiques sur les tendances ou les podiums. Pourtant, pour ceux qui se souviennent de ces années de gloire, elle demeure l'incarnation d'une élégance silencieuse et d'une intégrité rare. Elle n'a pas laissé derrière elle une avalanche de scandales ni de déclarations tapageuses, mais une empreinte plus subtile, celle d'une mannequin qui sut préserver sa dignité dans une industrie où tant d'autres se sont consumés. Son héritage réside dans cette capacité à avoir existé sans jamais se trahir. Héloïse a montré qu'il était possible de briller un instant, puis de s'éclipser volontairement, comme pour rappeler que la mode, malgré son besoin d'éternité, n'est faite que d'instants volés. Son visage, imprimé dans les archives des magazines de la fin des années 2000, témoigne encore de cette époque où une beauté classique pouvait, par sa seule intensité, captiver un monde entier. Peut-être finalement sa plus grande force fut de disparaître au moment où elle aurait pu s'accrocher. Une manière de laisser en suspens une question qui persiste. Et si c'était précisément ce silence, cette absence, qui faisait d'elle une figure inoubliable ?